taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Lansana Gagny Sakho, bonjour. Bonjour Maïoma. C'est encore un réel plaisir de vous avoir autour de cette table dans Objection de ce dimanche. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Tout le plaisir est pour moi Maïoma. Merci. Alors, trois dimensions dans cette émission. D'abord la situation économique. Ensuite, nous allons parler des relations difficiles entre les institutions que sont l'exécutif et l'Assemblée nationale. Je parlais du Parlement. Le tout avec quel impact pour les Sénégalais confrontés à des difficultés. Aujourd'hui, pour la première question, la situation économique avec la visite du FMI au Sénégal. Dites-nous, est-ce que ces discussions traduisent une amélioration ou une dégradation de la situation économique du Sénégal? Je pense qu'il faut... Merci d'abord Maïoma pour cette question importante, mais je pense qu'il faut placer cette visite, cette énième visite que je veux dire, dans une situation où le Sénégal cherche à rétablir sa crédibilité financière et à rassurer ses partenaires. C'est dans ce cadre. Cette visite a permis de mettre à plat les chiffres, a permis de mettre à plat toutes les données macroéconomiques du Sénégal. Maintenant, je pense que la prochaine étape, en fait, c'est le conseil d'administration du FMI qui va décider est-ce qu'on va accompagner l'État du Sénégal ou pas. Et dans quelle mesure? Et dans quelle mesure? Je pense que cette question, elle est très, très importante. Mon avis personnel, c'est que au-delà de la visite du FMI, il faut regarder les effets que ça peut avoir. Toutes les agences de notation regardent. On a vu quand on dégrade la notation, on a vu ce que coûte une dégradation de la note du Sénégal. Maintenant, le FMI a ses conditions. C'est bien de rappeler la mission du FMI. La mission du FMI, c'est d'accompagner les États qui le veulent. Je pense que c'est très important. Mais le problème également, c'est cocher la case FMI, rassure les investisseurs, rassure également les partenaires techniques et financiers et permet à chaque pays d'avoir accès à des facilités de financement. Le Sénégal aurait dû, ça c'est mon avis personnel, le Sénégal aurait dû trouver un accord avec le FMI depuis 2024. Mais pas dans n'importe quelle situation. Ce n'est pas une question de n'importe quelle situation. C'est une question de négociation. Trouver un accord avec le FMI, ça n'est pas s'aplatir. Le FMI accompagne des États qui sont dans des situations difficiles. Et le Sénégal est dans une situation difficile. Aujourd'hui, c'est une lapalissade de dire que nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous avons le taux d'endettement par rapport au PIB le plus élevé de l'Afrique subsaharienne. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. 132% du PIB. Oui, 132%. C'est comme un père de famille qui gagne 100 francs et qui a un train de vie de 132 francs. Il n'a aucune marge de manœuvre. Le rôle du FMI, c'est d'accompagner les États dans la durée pour trouver une solution. À mon humble avis, on aurait dû signer un programme avec le FMI depuis 2024, c'est-à-dire au lendemain des élections. Ça nous aurait évité beaucoup de choses. Ça nous aurait évité cette phobie, cette grande prudence des investisseurs qui se posent beaucoup de questions. Ça nous aurait évité d'emprunter à des taux relativement plus élevés et on aurait signé des accords avec les FMI. Je pense que la situation du pays se serait beaucoup améliorée. Vous remettez en cause l'attitude des nouvelles autorités dès leur arrivée? Ce n'est pas une question de remettre en cause l'attitude des nouvelles autorités. C'est une question d'être réaliste et de voir la réalité en face. Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix que d'aller trouver un accord avec les FMI en réalité. Il y a peut-être eu des erreurs de jugement, mais je pense qu'on aurait dû signer avec les FMI le lendemain des élections. Les conditions auraient été beaucoup plus douces. Que nous demande le FMI aujourd'hui en réalité? Il y a la subvention sur l'énergie. Mais le FMI ne demande pas que la subvention sur l'énergie. Il y a un gros sujet aujourd'hui, c'est la gouvernance des entreprises du secteur parapublic également qui est demandée. Ce que demande le FMI également, c'est une discipline budgétaire. Je pense même qu'on n'a même pas besoin du FMI en réalité.
pour réaliser pour prendre ces actions. Parce que les ressources que nous avons nous appartiennent. Maintenant, le Sénégal peut dire je ne signe pas avec le FMI ou je signe avec le FMI. Le gouvernement est clair. Le gouvernement dit préserver sa souveraineté. Alors jusqu'où les négociations peuvent aller sans renoncer à cette ambition? Moi, je suis très dubitatif quand on parle de souveraineté. En réalité, qu'est-ce que la souveraineté? En réalité, il faut préserver ses intérêts simplement, oui. simple, oui. Sans renoncer aux ambitions du gouvernement. Oui, bien sûr. Je reviens d'abord sur ce que le FMI demande. Je pense qu'il y a un point de crispation, c'est sur la subvention sur l'énergie. Vous savez, on a une des plus grosses subventions sur l'énergie, une des plus grosses subventions sur l'énergie, mais également on a le prix du kilowattheure le plus important dans la sous-région. Vous voyez, ça veut dire que le problème, il n'est pas conjoncturel, mais il est structurel. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus au fond dans la gouvernance du secteur de l'énergie et de prendre des réformes importantes par rapport à la Sénélec, par rapport à beaucoup d'acteurs, pour voir un peu comment optimiser. Ça ne fait pas sens qu'on ait des subventions aussi importantes et qu'on ait le prix d'énergie le plus cher. Pour vous, il faut cibler? Non, il y a deux choses. Ce qu'il faut, il faut d'abord cibler les subventions. Je pense que cibler les subventions pour arriver à les baisser, mais il faut éviter une chose, une augmentation incontrôlée. Aujourd'hui, notre pays n'est pas compétitif parce que le coût de l'énergie est prohibitif pour les investisseurs. Donc, il faut trouver le bon momentum. Mais ce qui reste certain, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. On parle de souveraineté. Je pense que ce terme, il faut le relativiser. Est-ce que la souveraineté doit signifier payer plus cher? Je donne un exemple. Air Sénégal. On a cherché à avoir un pavillon national qui vole avec le drapeau du Sénégal pour dire qu'on est souverain. Quel est le résultat? C'est que nous payons les billets d'avion les plus chers. Quel est le résultat? C'est que la destination Sénégal n'est pas compétitive pour les touristes. Quel est le résultat? Le résultat, c'est que l'État subventionne régulièrement une compagnie aérienne parce que nous voulons être souverains. Mais je pense qu'ils sont en train de changer la donne avec quand même des partenaires comme Air France et autres, non? Je pense que l'histoire de Air Sénégal, ça date de 2000. Depuis que les Marocains sont partis, on met de l'argent dans cette compagnie. Oui. Mais depuis, maintenant, c'est pas... il y a des réformes, non? Il y a le président de la République, je pense, avec le directeur général d'Air Sénégal ont été reçus. Je pense qu'il y a un partenariat avec Air France. Mais ce qui reste certain, c'est qu'il faut qu'on relativise un peu la notion de la sous-région, oui. Il faut qu'on relativise un peu cette notion de souveraineté. Les compagnies aériennes africaines qui sont rentables, on les compte sur le bout des doigts. Il y en a très très peu. Est-ce qu'un pays pauvre comme le Sénégal peut se permettre de subventionner une compagnie qu'on sait qu'il ne fonctionne pas? En fait, ça, c'est des raisons que nous demande le FMI. Est-ce que vous avez les moyens de financer des compagnies qui ne marchent pas parce que vous avez dit que vous voulez être souverain seulement? Il y a d'autres secteurs sur lesquels je pense qu'il faut des réformes importantes. L'autre point, c'est le secteur parapublic, sur lequel je pense le FMI a des choses qui sont très claires. Aujourd'hui, si mes souvenirs sont exacts, le Sénégal dispose de 160 entités du secteur parapublic. On ne s'est jamais assis pour mesurer l'efficacité de ces entités. Mais ça coûte de l'argent. Vous avez des doublons, vous avez des entreprises qui font exactement la même chose, vous avez une gabegie terrible. Et je pense tout ça qu'il faut arriver à rationaliser. C'est ce que demande le FMI. Regardez vos finances publiques. Les réformes sont en cours. Quel est leur impact? Vous voulez dire que jusqu'ici, il n'y a pas encore de résultats par rapport aux réformes adoptées? Le Sénégal est un pays qui ne s'est pas réformé en réalité. Ah oui? Oui, non, le Sénégal est un pays qui ne s'est pas réformé parce qu'une réforme, ça a un coût social et en général, c'est très difficile pour faire passer les réformes. Il faut qu'on arrive à ne pas lier les réformes aux agendas politiques et au calendrier électoral. Je reviens sur la Sénélec. On parle de réformer la Sénélec depuis quoi? Mais on est resté dans la même situation. Et c'est là où tout le monde doit s'impliquer, accompagner l'État pour qu'on arrive à engager des réformes. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. C'est ça le gros problème. Je pense que c'est ce que nous demandent. Les gens se focalisent sur la levée des subventions, de certaines que demande le FMI. Mais le FMI est plus dans une logique de dire vous devez réformer votre État pour être plus efficace. Oui, la gouvernance, voilà, parce que quand même,
le FMI recommande souvent des mesures budgétaires difficiles également à ce niveau. Oui, mais parce que nous ne produisons pas assez de ressources pour faire face à nos dépenses. Il est simplement dû à ça. Et pensez aux Sénégalais qui doivent les subir également. Oui, je suis d'accord. Ont-ils les moyens justement de subir des mesures draconiennes du genre à augmenter les prix des denrées de première nécessité, par exemple, augmenter les prix de consommation courante comme l'énergie? Pas forcément, ça va être extrêmement difficile, mais ce qui reste certain, Omar, c'est qu'on n'a pas le choix. Ce qui reste certain, c'est qu'on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Il faut cibler peut-être la bonne approche c'est de cibler. Mais ce qui reste certain, c'est que ça ne peut pas continuer parce que nous ne produisons pas assez de richesses pour couvrir nos dépenses. Le problème de fond, il est là. Mais comment en est-on arrivé là? C'est peut-être 20 ans de... C'est peut-être... je pense que ça, c'est la bonne question qu'il faut se poser. C'est de la malgouvernance, où on a engagé des dépenses qui étaient supérieures à nos ressources. On est parti très très vite sur des dépenses de prestige. On n'a pas forcément contrôlé. Là, vous vous adressez aux nouvelles autorités? Non, pas forcément. Je pense qu'on a hérité d'une situation économique qui dure depuis 20 ans. Je pense qu'on a laissé faire beaucoup de choses et les budgets ont complètement dérapé. Et on est arrivé, c'est comme ça qu'on est arrivé à cette situation. Mais il est possible de redresser. Redresser, c'est recadrer les choses. Redresser, c'est couper certaines subventions qui ne sont pas nécessaires. Je sais que l'énergie est très sensible parce que ça a un effet d'entraînement. Si vous touchez l'énergie, c'est toute la chaîne. Mais il faut s'inscrire dans une logique d'arriver à supprimer la subvention sur l'énergie. Peut-être en revoyant un peu le modèle économique de la Sénélec. Peut-être en libéralisant le secteur de l'énergie. Le président Diouf avait pris une très bonne décision sur laquelle, je pense, malheureusement, le président Wade était revenu. C'est quand ils avaient passé la distribution. C'est une des solutions. Tout le monde le sait. Mais comme j'ai dit encore une fois, on ne sait pas réformer. Il faut passer par là. Aujourd'hui, nous avons une des sociétés les plus performantes dans le domaine de l'eau parce que la distribution a été confiée à Seno. En Côte d'Ivoire, c'est la SODECI, une société privée qui assure la distribution de l'énergie. En 2026, vous pensez qu'un pays comme le Sénégal devrait justement se permettre de confier sa distribution aux partenaires étrangers? Une question. En 2026, Lansana Ghané-Sakho. Le problème ne se situe pas en termes de partenaires étrangers. C'est là où je reviens sur la notion de souveraineté. Non, mais il faut le faire. Confier la distribution en eau et en électricité aux étrangers, vous mesurez un peu la sensibilité de ces secteurs stratégiques? Il n'y a aucun danger. La société aujourd'hui qui distribue l'eau au Sénégal, c'est Seno. Elle est une des sociétés les plus performantes d'Afrique. La distribution d'énergie ne fonctionne pas correctement. Et ça, c'est compromettre votre existence presque? Non, pas du tout. Oui. En quoi ça compromet l'existence? Est-ce qu'on est mieux que la Côte d'Ivoire qui a confié à la SODECI, qui appartient à Eranov, sa distribution d'énergie? Aujourd'hui, faites la comparaison. Oui. La Côte d'Ivoire a confié sa distribution d'énergie à SODECI. SODECI appartient au groupe Eranov. Oui. Ils ont les coûts d'énergie les plus bas. Ce qui est important à la fin de la journée, c'est combien coûte le prix du kilowattheure. C'est pas c'est contrôlé par des étrangers ou c'est contrôlé par des gens qui ne sont pas des étrangers. Après, l'État doit toujours avoir les moyens de mettre en place un système de régulation. Et nous avons un système de régulation de l'énergie qui fonctionne correctement. Le problème, ce n'est pas qui produit. La réalité, et tous les spécialistes le reconnaissent, c'est que le modèle que nous avons ne fonctionne pas. Comprenons-nous bien. Ce que je veux dire par là, c'est que céder une société comme la Sénélec ou par exemple l'eau signifierait transférer tout ou partie de son capital ou de son exploitation à des investisseurs privés ou à d'autres entités. C'est un processus, dites-vous, complexe, non? Je ne suis pas là pour dire que on doit être fermé.
Omar, le gros problème de nos sociétés, et c'est là où je ne suis pas souvent d'accord quand on fait la comparaison, c'est la gouvernance. Oui. Ce qui se fait dans nos sociétés publiques n'est pas imaginable dans une société, je ne dis même pas la France, comme le Maroc, où quand vous assurez la gouvernance, vous pouvez dire je garde et je gère moi-même. Parce que les personnes que vous nommez ont des contraintes de résultats. Les personnes que vous nommez, vous l'avez recruté sur la base de performance. Et ensuite, vous avez autour de vous un dispositif institutionnel qui verrouille tout. Mais si vous ne réglez pas ce problème, il faut trouver les moyens d'être efficace. C'est ça qui est important à la fin de la journée. Est-ce que finalement le problème, c'est moins dans l'ouverture du capital que dans les réformes de la gouvernance même? Là, vous posez un autre problème, c'est le problème de la gouvernance. Oui, mais Omar, depuis 2025 ans, nous traînons les mêmes problèmes dans le secteur de l'énergie. Je pense seulement à l'énergie comme ça, c'est pour ça qu'on en parle. On a le même problème avec la Poste également. On a le même problème avec beaucoup de sociétés d'État. L'énergie est tellement stratégique que le modèle que nous avons, tout le monde sait que ça ne fonctionne pas parce que le prix du kilowatt n'est pas tenable. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Et c'est ça qui explique les subventions. Quelle est la solution? Bien, la solution, c'est quand on est la Sénélec à une société de patrimoine comme on est fait pour nous, et trouver éventuellement un distributeur, une société étrangère ou sénégalaise qui assure la distribution. Vous l'avez essayé, est-ce que ça avait pu résoudre le problème? Mais on n'a même pas essayé. C'est le président Wade qui a cassé ce contrat. Qui l'a cassé. Il l'a cassé. Quand il est venu, mais auparavant, il y a eu quelques... Non. Ils ont pas. C'est pendant la prise en main qu'ils ont cassé. Et ça, c'est la même erreur qu'on a faite. Notre souveraineté, c'est un secteur stratégique qu'on doit garder pour nous. Il faudrait qu'on le contrôle. Et on a dit, il faut qu'on le contrôle. C'est pour ça qu'on est arrivé à là. Moi, je reste persuadé. Je ne parle même pas d'étrangers. Je reste persuadé qu'ils sont des missions régaliennes, que le secteur privé fait mieux que l'État. Et il y en a beaucoup sur lesquels le secteur privé est plus fort que l'État. Mais le Sénégal avait été confié à des privés sénégalais. Air Sénégal marchait très bien quand les Marocains étaient dans le capital. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Après, par la suite, ça a été ouvert aux privés sénégalais. Qu'est-ce que ça a Non, les Sénégalais... Non, ça a été géré par l'État qui voulait que les Sénégalais prennent des actions, mais ça n'a jamais fonctionné correctement. Le même problème de gouvernance. C'est-à-dire, tu peux confier à des privés, mais l'État, à mon avis, quand l'État est dans le capital, l'État doit se limiter à être présent au conseil d'administration. L'État ne doit pas nommer les dirigeants, l'État ne doit pas être, peut-être accessoirement être dans le conseil de l'administration. Mais tant que l'État gère et que vous n'avez pas réglé les problèmes de gouvernance, ce que vous allez avoir, c'est une gabegie, malheureusement. Mais ça, c'est tous les États dans lesquels la gouvernance est relativement faible. Et c'est là que intervient un acteur comme le FMI qui demande à ce qu'on ait une gouvernance plus efficace, une gouvernance plus transparente. En fait, le gros problème, il est à ce niveau-là. Sommes-nous obligés d'écouter les FMI pour ces changements que nous pouvons nous-mêmes opérer? Voilà. Je pense qu'il faut qu'on évite cette peur d'avoir un étranger, d'avoir le privé, etc., dans le capital de nos sociétés. La société d'eau, une des sociétés d'eau les plus performantes d'Afrique, c'est Seno. C'était SDE, c'est Seno. Mais parce que c'est des privés qui gèrent, qui ont la majorité des capitales, qui sont aux commandes. Le directeur général, Seno, c'est pas un fonctionnaire. Il rend compte à ses actionnaires. L'État est dans le conseil d'administration. Vous avez vu les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés en termes d'approvisionnement en eau, la Sanaganisaro? Je ne peux pas entrer dans ces détails, mais je vais expliquer très rapidement. Je ne peux pas entrer dans les détails. Mais je peux vous dire, je travaille dans le secteur de l'eau. Les problèmes d'approvisionnement en eau que nous avons au Sénégal ne relèvent pas de Seno. Je ne peux pas aller plus loin. Les problèmes d'approvisionnement en eau que nous avons... Nous les constatons. Non, je constate... Comme distributeur. Non, ce que je dis. Bon, je ne veux pas aller très loin pour des problèmes de réserve. Bon, je vais répondre. Dans le schéma de la distribution d'eau, il y a quelqu'un à qui appartient le patrimoine, qui doit mettre en place le patrimoine pour assurer la distribution de la SONES. Le rôle de Seno, c'est d'exploiter ce patrimoine, d'assurer que toi, tu puisses avoir de l'eau à la maison.
si ce patrimoine est défaillant, je dis bien, si ce patrimoine est défaillant... L'exploitation par la SONES. Oui. Si ce patrimoine est défaillant, ça ne peut pas être la responsabilité de Sen'Eau. Et pour des raisons d'élégance, Sen'Eau ne va jamais te dire « ce n'est pas de ma faute ». Quand on prend KMS3, vous vous rappelez de KMS3? Bien sûr, oui. C'est la SDE qui était là. Mais la SDE n'avait rien à voir avec les problèmes de KMS3. En fait, il faut revoir l'institutionnel, l'arrangement institutionnel. Si. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'exploitation, il y a des difficultés rencontrées que la SDE ne peut pas endosser ni le dire publiquement. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Alors, maintenant, les populations qui sont confrontées à des problèmes se tournent vers quel? Non, elles vont se tourner vers Sen'Eau. Oui. C'est normal qu'elles se tournent vers Sen'Eau parce que c'est Sen'Eau qui est chargé d'apporter de l'eau. Mais ce que je dis... En définitive. Non, il y a deux arbitres. Il y a celui qui est chargé de financer, d'aller chercher l'argent pour construire les stations, d'aller chercher l'argent. C'est SONES, oui. Ouais. Sen'Eau, son rôle, c'est de prendre l'eau d'un point A et de l'amener à un point B. C'est tout. Oui. Mais c'est complémentaire, non? Oui. Mais le rôle primaire, c'est la personne qui doit mettre en place les infrastructures. Si les infrastructures n'existent pas, ou si les infrastructures sont défaites pour conduire l'eau, ça ne peut pas être le rôle ça ne peut pas être la faute de Sen'Eau. C'est pour ça que je dis, Sen'Eau est une des sociétés les plus performantes d'Afrique. Ça, je peux vous le garantir. Oui, mais les populations ne disent pas la même chose. Oui, mais bien sûr, il peut pas dire il y a des problèmes. C'est ce que je... Non. Voilà. Je peux pas... C'est la finalité, c'est-à-dire que l'eau puisse arriver aux populations et ce n'est pas encore le cas. C'est pas la faute de Sen'Eau. Mais Omar, il faut remonter à la première réforme de l'eau. Quand on avait la SONES avec 2 E. C'est l'État qui a assuré la distribution et la production. Mais c'était ce qui était là avant. Vous diront que c'était galère. Avoir de l'eau, ça se limitait à Dakar. Jusqu'à présent. Non, mais ça s'est beaucoup amélioré. Ça s'est amélioré, oui. Ça s'est beaucoup amélioré. Oui. Mais jusqu'à présent, les problèmes sont là. Oui, mais ce n'est pas la faute de Sen'Eau. Je pense, pour résumer, ma conviction personnelle est qu'il y a des missions que l'État devrait déléguer à des opérateurs privés, mais en veillant à avoir en place un système de régulation très efficace. Le problème réside à ce niveau. C'est la grosse problématique de la régulation, que ce soit dans le secteur de l'énergie, que ce soit dans le secteur de l'eau, et un peu partout, le Sénégal fait face à un problème de régulation. Je suis parfaitement d'accord. Dans le secteur de l'eau, je pense que le gouvernement est en train de travailler pour la mise en place, on le sait, d'une haute autorité de régulation qui sera logée à la présidence. Aujourd'hui, on a une autorité de régulation de l'énergie. On a une autorité de régulation des télécoms. Voilà, c'est là où tout se joue en réalité. C'est pas est-ce que c'est le privé ou c'est le public, c'est avoir une bonne autorité de régulation très fort. Et c'est qui a les compétences juridiques. Qu'il a les compétences juridiques pour le faire, Je ne crois pas qu'on ait... L'autorité de régulation de l'énergie, elle est très bien encadrée, elle est très bien formée, il y a des personnes très compétentes. Les télécoms, je peux dire exactement la même chose également. Maintenant, on est en train de mettre en place une haute autorité de régulation dans le secteur de l'eau qui va permettre d'engager des réformes assez importantes. Mais aujourd'hui, comment concilier les exigences des partenaires financiers avec les promesses sociales faites aux Sénégalais? Comment concilier les deux? Il faut les concilier dans la négociation, il faut les concilier dans la durée, il faut trouver les moyens, je pense, avec les FMI pour travailler dans la durée. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites, peut-être que certaines ne peuvent pas être forcément réalistes, mais je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie. Expliquer aux gens qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait, voir ce qui est réaliste. En fait, les gens parlent souvent de promesses sociales. Mais ce que le FMI demande, encore une fois, l'État n'est pas obligé de signer avec le FMI. Je dis bien ça, encore une fois, le FMI ne demande pas à l'État de venir signer avec moi. Le FMI nous dit, pour vous accompagner, c'est ça et c'est ça. Et voilà, et c'est ça que demande le FMI. Pour signer avec moi, il faut ça et ça comme condition. L'État
peut trouver que c'est difficile, mais à mon humble avis, ce qu'il faut maintenant, c'est de la pédagogie, c'est inscrire ces réformes dans la durée. C'est certain qu'elles ne peuvent pas être brutales. Les inscrire dans la durée pour qu'elles soient supportables. Les FMI ne demandent pas seulement à l'État de couper des dépenses sociales. Les FMI demandent à l'État plus de transparence dans la gouvernance. Les FMI demandent à l'État de travailler pour optimiser le secteur parapublic. Il y a des dépenses, il y a des réformes que le FMI demande à l'État qui ne nécessitent pas de coupe de dépenses sociales. Moi, je donne un exemple. Le Fonds a toujours demandé un regroupement des ministères des Finances et le ministère de l'économie. Toujours. C'est fait. Ça, c'est fait. Voilà. C'est sur recommandation du FMI. C'est une question de bon sens. Je pense qu'on n'a même pas besoin que le FMI nous demande ça. C'est simplement une question de bon sens. On ne peut pas avoir 3, 4 interlocuteurs dans un domaine comme ça. Mais vous allez partout dans la sous-région, vous avez un seul ministère de l'économie, des finances et du plan. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Vous allez en Bénin. Vous trouverez d'autres qui pensent qu'il faut les dissocier et d'autres qui pensent que non, il faut. Oui, mais dans le contexte, dans le contexte de nos pays, dans le contexte des urgences que nous avons. Mais quelle est la pertinence de les confier dans un même département? Ben d'abord, vous allez avoir un seul interlocuteur. Oui. C'est ça. La plupart des dérives que nous avons eues aujourd'hui sur la dépense publique, c'est parce qu'on ne savait pas à qui parler. Les bailleurs de fonds, partenaires techniques et financiers vont vous dire, on ne sait pas à qui parler. Aujourd'hui, vous avez un seul ministère, avec 2 ministres délégués, un pour l'économie, un pour les finances, mais vous avez une seule porte d'entrée. Mais toujours été que quand même l'économie n'est pas seulement les finances. Oui, c'est pour ça. Oui, l'économie n'est pas seulement les finances, mais avoir un seul chapeau, avoir un ministre délégué pour l'économie, un ministre délégué pour les finances, va permettre de parler d'une seule voix et de façon cohérente en réalité. Et je dis ça, c'est une mesure, il y en a beaucoup d'autres. Le FMI ne demande pas seulement des mesures de coupe de subventions. Je pense qu'il faudrait qu'on nuance ça quand même un peu plus. Alors, pour rappeler à nos auditeurs que nous recevons là, Sénégal Saro, il est le PCA, le président du conseil d'administration de APIX. Nous sommes dans l'espace économique. Nous y restons un peu pour parler des difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontés par rapport justement aux exigences ou recommandations du FMI. Comment, de votre point de vue aujourd'hui, tracer la voie à suivre pour un pays comme le Sénégal? Ben, je pense que la première mesure la plus importante à faire, c'est qu'il faut relancer le secteur privé. Aujourd'hui, de façon objective, le secteur privé traverse beaucoup de difficultés, des retards de paiement, de la dette du secteur privé. Je pense que le président de la République a donné des instructions fermes pour qu'on commence à payer la dette intérieure. Le secteur privé qui s'arrête, ce qui se passe, c'est tout. C'est pas les, je reviens encore, c'est pas les subventions sur le FMI qui sont problématiques aujourd'hui. C'est beaucoup plus, ce qui est problématique, c'est beaucoup plus le secteur privé qui est en panne. Avec les affects collatéraux, les travailleurs qui ne sont pas payés, etc., etc. Ça, c'est le premier point sur lequel il faut travailler très vite. Le second point, je pense qu'il faut renforcer. Le Sénégal est un pays qui peut être très compétitif pour les investisseurs. Il faut relancer. Il y a du très bon travail qui est en train d'être fait à l'APIX, mais il faut aller maintenant plus loin. Les investisseurs, il y a une case. Concrètement, que fait l'APIX dans cette voie-là? Le rôle de l'APIX, c'est de rendre le Sénégal attractif à travers un certain nombre de choses. Je vous donne un exemple. Nous avons des zones économiques et sociales que nous sommes en train de développer. Nous avons un nouveau code des investissements qui a été mis en place et nous continuons le dialogue permanent. Maintenant, il faut être réaliste. Les investisseurs, ils arbitrent. Ils arbitrent dans la sous-région. J'ai envie d'aller en Côte d'Ivoire, j'ai envie d'aller en Guinée, j'ai envie d'aller au Sénégal, j'ai envie d'aller au Bénin, j'ai envie d'aller au Togo. Ils font la balance. Quel est le pays le plus attractif? Quel est le pays qui me rassure le plus? Quel est le pays... Apparemment, le Sénégal est devancé aujourd'hui par rapport à ces pays. Côte d'Ivoire, même Guinée, Conakry, Cap-Vert, Ghana et tout ça. Eh bien, nous sommes dans une logique de guerre économique. Oui. D'accord? Et chaque pays essaie de mettre ses atouts de son côté. Et je pense que la situation économique est difficile quand un investisseur n'a pas de visibilité, mais surtout quand un investisseur voit que la note du pays est dégradée,
Quand un investisseur voit que ce pays n'a pas d'accord avec les FMI, mais il préfère aller ailleurs. C'est une réalité. Et je pense... Et c'est la situation du Sénégal. Et aujourd'hui, c'est la situation. D'où l'intérêt de trouver très rapidement un accord avec la FMI. Trouver un accord avec la FMI, ça va rassurer les investisseurs, ça va leur permettre de revenir, ça va relancer la machine économique. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus important que les mesures de subvention dont on parle. On tourne autour du pot aujourd'hui. Mais il y a du très bon travail qui est fait. Notre pays a les compétences qu'il faut. Nous avons certaines facilités qui peuvent être accordées. Mais tant que vous n'avez pas de visibilité, ça peut éventuellement poser certains problèmes. Mais oui. Et les tensions politiques, parlons-en. Aujourd'hui, dans le même contexte, vous constatez ces tensions politiques. Alors, peuvent-elles affecter les relations avec les partenaires techniques et financiers? Ces tensions ne rassurent pas les investisseurs. Il faut le dire. C'est le constat fait par vous de l'APIX. Non, sur le terrain, concrètement? N'importe quel investisseur, vous discutez avec lui, c'est pas, on va dire, le constat fait par nos réacteurs. Mais n'importe quel investisseur, vous lui demandez, il vous dit, on ne sait pas qu'est-ce qui va être fait demain. Un investisseur, il se projette sur 5 ans, 6 ans. Il faut qu'il ait une visibilité, qu'est-ce qui va arriver en 5 ans, 6 ans. Mais dès qu'il a une petite incertitude, il va voir ailleurs. Et je pense que c'est ce qu'on oublie au Sénégal, c'est que nous ne sommes plus seuls dans la sous-région. Aujourd'hui, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez la Gambie, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez la Guinée, vous avez le Bénin. Vous avez tous ces pays qui font exactement le même travail que nous, qui réforment leur code des investissements, qui ont une zone économique spéciale, et on a un même marché communautaire. Je pense que ça, il faudrait que les gens le comprennent. Vous savez, allez vous installer à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, allez vous installer à Tamba, c'est exactement la même chose, parce que vous êtes dans le même marché communautaire. Donc, l'investisseur, il va aller là où la situation lui paraît plus plausible, dans laquelle il peut travailler. C'est pour ça qu'il faut d'abord apaiser. Il faut d'abord regarder comment arriver à apaiser le climat social, le climat politique dans ce pays. Mais surtout, aujourd'hui, c'est qu'il faut trouver très rapidement un accord avec les investisseurs, avec le fonds. Vous insistez beaucoup sur l'urgence de trouver un accord avec les FMI, le Fonds monétaire international. Aujourd'hui, n'importe quel Sénégalais, beaucoup d'entre eux, vous leur posez la question, ils vous disent être préoccupés beaucoup plus par le coût de la vie que par les débats institutionnels. Vous comprenez-vous ce décalage? Ils ont raison. Ils ont raison d'être plus préoccupés par leur quotidien, par ce qu'ils mangent tous les jours, par l'avenir de les enfants, par le fonctionnement du pays, que par les débats politiques. Ils ont parfaitement raison. Surtout ces débats institutionnels. Oui, ces débats institutionnels, ça dépend comment on les prend. Ils ne sont pas forcément les réformes qui sont en cours, mais ils ont raison d'être préoccupés. La situation économique n'est pas forcément très très facile, à mon avis. Et quel bilan tirez-vous du gouvernement sur le plan de l'emploi des jeunes, par exemple, et sur le plan du coût de la vie également? Quel bilan sur le plan social? C'est un peu mitigé, mais je pense que le plus important, c'est de voir que ce pays peut s'inscrire dans la durée. Il y a des effets immédiats, mais je pense que dans la durée, on peut arriver à des situations économiques des situations qui soient plus prometteuses. Si on arrive à régler ce que je viens de dire aujourd'hui, les problèmes des accords avec les FMI. Mais tant qu'on n'aura pas trouvé un accord avec le Fonds monétaire, ça va être assez difficile. Alors, sur le plan social également, nous y restons aujourd'hui. Qui a aujourd'hui intérêt à l'apaisement? Aujourd'hui, à l'apaisement politique, qui? Le Sénégalais lambda. C'est le Sénégalais lambda qui a intérêt à l'apaisement politique parce que c'est lui qui souffre le plus de ça. Ça, c'est le premier point qu'il faut souligner. Le second point, il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Le gouvernement actuel, le parti actuel dont je fais partie, a été élu sur la base de réformes profondes. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, avec cette promesse d'aller vers une rupture profonde, Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que 80% des 54% des Sénégalais qui ont élu le président de la République, qui ont aussi permis à passer d'avoir les 30%, je dis bien 80%, c'est des gens qui n'appartiennent à aucun parti politique.
Et je pense ça, tout le monde doit le comprendre. Et c'est pour ça que je dis, le risque, il est là. Ces Sénégalais, vous ne les verrez jamais dans des meetings politiques. Ces Sénégalais, vous ne les verrez jamais dans des télés. Mais ce qu'ils savent faire, c'est voter. Et je pense qu'on a tous intérêt à trouver une solution et pour aller à l'essentiel. Oui, mais justement, cette promesse d'aller vers une rupture profonde pour améliorer le sort des Sénégalais, aujourd'hui, ces mêmes Sénégalais assistent à une lutte de pouvoir aujourd'hui. Vous en convenez? Oui, il y a des difficultés et c'est très dommage. Oui. Il y a des difficultés et c'est très dommage. Et je pense que l'erreur qui a été faite, c'est de penser que le pouvoir exécutif peut se partager. Et qu'est-ce que vous pensez à ceux qui croient que les priorités des Sénégalais passent avant cette rivalité politique? Omar, moi je pense que les priorités des Sénégalais passent avant toute rivalité politique. Et c'est ce qu'on a vendu aux Sénégalais. Maintenant, on a quelque chose d'inédit au Sénégal, c'est qu'on a un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif qui avaient le même programme, mais qui aujourd'hui semblent être de parties différentes. Et c'est dommage qu'on en soit arrivé à cette situation. Mais je pense que, peut-être que je rêve, peut-être que je suis un rêveur, mais moi je ne désespère pas qu'on arrive à trouver une solution. Et si on n'arrive pas à trouver une solution, il faut que tout se fasse dans le respect des règles qui gouvernent le Sénégal. Oui, en tout cas, par exemple, un exemple de rivalité avec cette initiative parlementaire prise par la majorité portant révision de la Constitution et qui coïncide avec ce projet de loi du chef de l'État sur le même sujet. Comment expliquez-vous cela? Si tu vois, Omar, bien, en fait, il n'y a pas de grosse différence dans les deux réformes. Deux textes, oui. Ouais. Les deux textes en filigrane, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut revoir l'hyperprésidentialité, il faut renforcer le pouvoir du Parlement, et il y a d'autres aspects sur la nomination des juges, etc. etc. C'est les deux. La trame est la même. Et la trame vient du programme de PASTEF. À mon humble avis, les deux partis auraient pu s'asseoir et discuter sur les points de divergence et trouver une solution pour avancer. Malheureusement, on ne semble pas en être à ça, mais je pense que c'était la meilleure démarche parce que la trame est la même en réalité. Mais lors de la commission des lois, par exemple, le gouvernement a demandé une large ouverture. Justement, pendant que beaucoup d'organisations de la société demandent le retrait du texte et déclarent sur une constitution, ne pas toucher à la constitution. Quelle compréhension cela vous donne? Omar, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose quand même. La constitution comme elle est, elle ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Et le président de la République, le texte qu'il a proposé et le texte que l'Assemblée nationale a proposé, il y a des points de convergence qui sont très forts. Mais pourquoi ne pas l'ouvrir à la société, ouvrir le débat? Parce que la loi fondamentale, elle concerne beaucoup plus la société. Oui, les Sénégalais de tous bords. Oui, mais pas une propriété privée quand même. Je suis d'accord, mais je pense que la première discussion qu'on aurait dû avoir, c'est le Parlement et le gouvernement. On peut pas sauter cette étape et ne pas discuter sur ces points qui sont importants. Et je pense que les deux parties... Traditionnellement, ce à quoi nous avons assisté dans ce pays, c'est une discussion ouverte sur des sujets qui touchent l'ensemble des Sénégalais. A-t-on compris je relativise. Entre 2000 et 2012, je prenais des notes. Entre 2000 et 2012, je pense que c'était le président Wade, il y a eu 15 révisions constitutionnelles. 15. Et je ne pense pas que les Sénégalais aient été consultés sur les 15. Mais sur l'ensemble, la voie indiquée était de s'ouvrir ça, c'était théoriquement les bonnes pratiques. Il y en a eu 15. Le deuxième, c'est entre 2012 et 2024, Macky en a fait 2. Et sur les deux, une, il l'a fait passer directement par voie parlementaire et l'autre, il l'a fait passer par voie référendaire. Aujourd'hui, on peut pas se permettre
un référendum à cause de nos ressources financières. Mais je suis d'accord avec toi sur le principe. Je pense qu'il faut regarder dans quelle mesure impliquer. Non, je pense que le premier niveau de dialogue, c'est entre le gouvernement, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. C'est le premier niveau de dialogue. Mais quand on voit les textes qui sont proposés dans le fond, mais je pense que tous les Sénégalais doivent être d'accord sur les textes. Dans le fond, c'est bien encadrer la fonction du président, bien encadrer la fonction de l'Assemblée nationale et bien encadrer la fonction du Premier ministre. C'est les trois points. Oui, mais le principe requiert dans de tels procédés l'implication des Sénégalais dans leur majorité. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et surtout que les assises avaient fait un très bon travail dans ce domaine. Et puis les textes ne sont pas connus des Sénégalais. Enfin, les textes ne sont pas connus. Je pense que c'est quand même... L'avis du chef de l'État jusqu'ici est resté non connu. Oui, mon avis est qu'il faut nouer le dialogue entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ça, c'est la base. Mais aller directement un texte à l'Assemblée nationale, voté par l'Assemblée de façon unilatérale, en effet, ça peut poser un problème. Et je crois toujours que les possibilités de dialogue existent, quitte à différer, mais je pense que la voie la plus indiquée serait été d'aller dans ce sens-là. Et comment comprendre cette tension au sommet du pouvoir, notamment entre l'exécutif et le législatif? Vous qui êtes de PASTEF, comment le comprendre? Je ne parlerai pas en tant que quelqu'un de PASTEF, je parlerai en tant qu'un Sénégalais lucide qui regarde les choses en face. Il faut être réaliste. Il y a un jeu de pouvoir en réalité entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc chacun va essayer de tirer de son côté. Le pouvoir législatif veut tirer de son côté plus de pouvoir. Le pouvoir exécutif veut avoir plus de stabilité sur ses prérogatives. La question, elle est là à ce niveau. Je pense qu'il faut être réaliste parce que on est malheureusement dans une logique de tension qui n'arrange personne. Oui, mais pourtant gouverner avec un président, comme vous l'avez dit, de la République d'un côté, un président de l'Assemblée de l'autre, est-ce que le Sénégal peut durablement continuer de cette façon dans sa gouvernance, avec cette rivalité au sommet? Il y a deux choses. Deux choses. Il faut d'abord se féliciter qu'il n'y ait pas d'alignement forcément sur tout. Ce que décide le pouvoir l'exécutif par rapport au pouvoir législatif. Je pense qu'il faut se féliciter, c'est ça, les bonnes démocraties qui marchent. Par contre, il faut regretter l'ambiance que nous avons aujourd'hui. Parce que je pense que ce qui est prioritaire, ce qui est urgent, c'est la situation que vit le Sénégalais lambda en général. Ce qui est prioritaire, c'est comment redresser la situation économique du pays. Et je pense que chacun doit faire preuve de dépassement pour regarder qu'est-ce qu'il pourra faire avancer le pays. Quitte à nouer le dialogue entre institutions. J'ai commencé par ça. On ne peut pas avoir une ligne Maginot entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif et vouloir faire avancer ce pays. Et ça, c'est un signal fort qu'il faut noter. Je le dis, 80% des 54% des gens qui ont voté pour PASTEF ne sont pas des militants des partis politiques. Ce sont des Sénégalais lambda qui restent chez eux et qui observent. Et je pense qu'on a tout intérêt à travailler pour nouer ce dialogue entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C'est humain et c'est normal qu'ils disent qu'ils ne vont pas aller ensemble. C'est normal, c'est humain. On ne peut pas reprocher à une personne d'avoir de l'ambition. Et chacun peut décider, mais il faut prendre la hauteur. Regarde ce qui se passe en France. Mais à un moment précis, le gouvernement français ne contrôlait pas du tout le Parlement. Mais ces gens arrivaient à travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Ce pays ne peut pas continuer à être bloqué. La situation économique est extrêmement difficile. Et comment éviter, Lansana Gagné Sakho, que les institutions ne deviennent un théâtre d'affrontement entre institutions? Comment éviter cela? Je pense que la réforme doit le permettre. Je pense qu'il faut clarifier les pouvoirs de chacun. Si on clarifie les pouvoirs de chacun, on définit correctement les périmètres, on évitera. Par contre, il faut aussi éviter que le pouvoir législatif soit une chambre d'applaudissements. Je pense que toutes les dérives qu'on a connues dans le passé dans ce pays sont liées à ça.
Oui. Mais quand on voit les textes dans le fond, dans les grandes lignes, Oui. les deux textes convergent en réalité. Mais après, bon, il y a, comme je dis, il ne faut pas être naïf aussi. Oui. Chacun va essayer de tirer de son côté, mais on peut tirer de son côté sans s'affronter. On peut tirer de son côté en mettant en avant les priorités du Sénégal. On traverse une situation économique très difficile. Je pense qu'on n'a pas besoin de porter des lunettes pour le voir. Et c'est ça la priorité aujourd'hui, de relancer l'économie du Sénégal. Et est-ce que les Sénégalais peuvent avoir confiance dans la stabilité de nos institutions telles que c'est parti comme ça? Je pense que si on arrive à passer ce cap, on arrivera. Ce sont les Sénégalais, Bayomar, qui ne veulent plus d'un président hyper puissant. Ce sont les Sénégalais qui ne veulent plus d'une chambre, d'une assemblée nationale qui soit une chambre d'enregistrement. Je pense que les Sénégalais, ce qu'ils veulent, c'est un pays qui soit bien gouverné. Les Sénégalais, ce qu'ils veulent, c'est la transparence dans la gestion des deniers publics. Et je pense qu'on devrait y arriver. Ça, c'est une promesse de campagne de Pastef qui est reflétée aujourd'hui par les deux textes de loi qui ne sont pas forcément antagonistes. En réalité, dans le fond, je dis, il y a des détails sur lesquels il y a des désaccords, mais à la fin de la journée, si on regarde très très bien dans le fond, ils sont d'accord sur le principe. Maintenant, il faut nouer le dialogue entre les deux. Entre les deux. Alors, faudrait-il, en tentant de nouer un dialogue entre les deux, envisager une médiation nationale aujourd'hui au Sénégal? Bon, moi je pense qu'il y a deux problèmes. Il faut forcément tenter une médiation nationale, mais pas une médiation politique. Une médiation nationale, voilà. Je pense qu'il faut trouver les moyens pour parce que les que deux. les problèmes des Sénégalais ne sont pas que politiques. Voilà. Je pense qu'il faut. L'essentiel. Je pense qu'il faut arriver à trouver une solution pour qu'on dépasse ce cap, parce que la situation est très très difficile. Et malheureusement, on a des deux côtés. Moi, je dis des deux côtés, des gens qui vivent que de crise. Le dialogue est-il possible entre les deux? Il doit être possible entre les deux. Il doit être possible, mais il doit être pris en charge par je ne sais pas qui. Mais le dialogue, c'est même pas possible, il est indispensable. Le pays ne peut pas continuer à vivre comme ça. Ça n'est pas possible. Je pense que et quels sont les risques si aucun compromis n'est trouvé? Quels sont les risques si aucun compromis n'est possible? Le premier risque, si aucun compromis n'est trouvé, c'est un risque économique. Un investisseur n'investira jamais dans un pays où il n'a pas d'horizon clair. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Et après, il y a toutes ces histoires du fond. Par exemple, moi, je vois bien l'Assemblée accompagner le pouvoir exécutif dans le cadre de trouver un accord avec le Fonds monétaire, par exemple. Ça, c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. Vous pouvez discuter ensemble et trouver un compromis. Et trouver un compromis. Ne serait-ce qu'aller dans le sens d'un accord avec le FMI. C'est ça. Mais j'espère que le Parlement va le suivre, parce qu'une situation de blocage n'arrange personne. Ça, je le dis. Maintenant, je pense qu'il faut un dialogue. Des gens qui soient capables de trouver un dialogue national. Je n'aime pas forcément le dialogue national. Moi, je parlerais plutôt d'intermédiaires. Des gens qui faciliteraient un dialogue entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et ça, c'est dommage, quand même. Vous savez pourquoi c'est dommage, Mayoma? Les relations qu'il y avait entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif avant, et qu'on est obligé d'avoir besoin de personnes qui nouent un dialogue, c'est qu'il y a quand même un gros problème. Et c'est très, très dommage. Mais quand même, c'est lié à la trajectoire démocratique du Sénégal. Du temps de Diouf comme du temps de Wade, il y avait toujours des personnes habilitées à jouer de façon souterraine, un peu rapprocher les camps divergents jusqu'à trouver un compromis. Mais aujourd'hui, c'est difficile apparemment. Certaines personnes auraient pu jouer, ça je rentre dans la politique, certaines personnes auraient pu jouer ce rôle dans Pastef. Mais vous savez, quand vous prenez des positions tranchées, parfois, dans des différends, je ne parle même pas de différends, c'est que vous avez plus la légitimité pour rapprocher des partis. Et je pense que c'est ce qui s'est en réalité passé. Je pense qu'il faut du recul, parfois, pour pouvoir arbitrer. Maintenant, je pense que ça va être très difficile, mais je pense qu'il y a des personnes habilitées qui sont capables de rapprocher les partis pour l'intérêt du Sénégal, pas pour autre chose. Est-ce que le Sénégal d'aujourd'hui donne l'image d'une démocratie renforcée ou d'une démocratie encore fragile?
Ben écoute, l'image, est-ce qu'on a été déjà une démocratie en réalité, quand on regarde les choses en face? Il faut aller à 600 km du Sénégal. Et là, vous verrez ce qu'est une démocratie renforcée. C'est un pays comme le Cap-Vert. Ils ont dépassé ce stade que nous traversons aujourd'hui, qui sont des soubresauts. Mais je pense que si on arrive à trouver, c'est mon avis, si on arrive à trouver un accord sur aujourd'hui les projets de texte de loi qui sont en cours, je pense qu'on pourrait dire ce pays commence à construire une démocratie renforcée. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Ouais, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et je pense que c'est pour ça que moi, j'ai bon espoir que ce texte est en discussion à l'Assemblée nationale et le texte qui a été introduit par le président de la République. Il faut trouver le bon milieu pour le faire passer. Et là, on commencera à avoir une démocratie renforcée. Vous gardez de l'espoir? Ben, si on n'a pas le choix, Bayomar, il faut qu'on garde l'espoir. Parce qu'on a vendu l'espoir aux Sénégalais avant de prendre le pouvoir. C'est de l'espoir que nous avons vendu. Très loin de cet espoir. Aujourd'hui, apparemment. Oui, on est relativement, encore. C'est très difficile. On a vendu de l'espoir aux Sénégalais et je pense qu'on aurait dû tout faire pour respecter cet engagement. C'est raté? Les Sénégalais n'ont pas. Non, c'est pas encore raté. C'est pas du tout raté. Mais il faut être objectif. Les Sénégalais, la plupart, se posent beaucoup de questions. Ils se posent beaucoup de questions. Certains sont désabusés. Angoissés, désabusés. Et existentiels. Aujourd'hui, il y a des problèmes terribles. Il y a des problèmes économiques. Et quand on regarde, moi je m'intéresse beaucoup aux questions de gouvernance, aux questions du secteur privé en particulier, du secteur parapublic en particulier. On a mis en place ce qu'on appelle le cercle des administrateurs publics qui regroupe les présidents et on travaille pour renforcer les capacités. Et il faut dire de façon objective, certaines pratiques dans le secteur parapublic n'ont pas disparu. C'est ce qui se faisait exactement dans l'ancien régime et qu'on a dénoncé, qui sont toujours de cours. Ça, il faut le dire. Donc, les Sénégalais sont désabusés. Certains sont tétanisés et certains sont très surpris. Mais je reste persuadé qu'on arrivera peut-être à trouver... Vous auriez dire quoi devant Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui par rapport à cette situation que connaît présentement le Sénégal? Vous lui aurez dit quoi en face de lui? En face de lui, il y a trois choses. Je pense qu'il faut essayer... j'aurais dit la même chose au président de l'Assemblée nationale. Après, oui. Il y a trois choses sur lesquelles, à mon avis, j'aurais dit... la République comme au président de l'Assemblée nationale. La première chose, c'est qu'il faut dépasser ce cap très rapidement en ce qui concerne les révisions constitutionnelles. Trouver le meilleur ancrage, ça c'est le premier point. La deuxième chose, il faut respecter un certain nombre de choses sur la gouvernance publique, essentiellement. Je pense que nous avions parlé d'appel à candidature. Je pense que les postes, c'était clair. C'était pas ce poste. C'était sur l'ensemble des postes du secteur parapublic. Vous savez, ce maillon, c'est le plus important. Nous avons ce qu'on appelle le plan de transformation Sénégal 2050. Ce plan de transformation Sénégal 2050, qui a été mis en place par le cabinet Performance, doit être décliné en lettres de politique sectorielle par les ministères. Et ces ministères doivent donner ces plans aux agences qui doivent les décliner en plan stratégique de développement. Les agences d'exécution sont les bras opérationnels de l'État. Et au niveau de ces agences d'exécution, il avait été très clair qu'on allait partir dans une logique d'appel à candidature, même si ce n'est pas la panacée. Quelle que soit la volonté du président de la République, quelle que soit sa volonté, si en bout de chaîne, les agences qui sont opérationnelles ne délivrent pas, ce plan ne fonctionnera pas. Les deux derniers conseils des ministres, le premier conseil des ministres du mois de juin, de 6 juin, je pense, le premier, le président est revenu sur cette question. Parce qu'il sait qu'il faut des résultats. Mais si on ne fait pas une rupture profonde au niveau de ces agences d'exécution, en trouvant les moyens, parce que l'appel à candidature n'est pas la panacée, un bon encadrement et mettre les bonnes personnes, je pense que ça va être extrêmement difficile. Ça, c'est le second point. D'accord? Et le troisième point,
c'est la reddition des comptes. Le troisième point, c'est la reddition des comptes. Nous avons criminalisé l'homosexualité. Et je pense que c'est les détournements de deniers publics qu'il faut criminaliser. Ça, c'est les 3 points sur lesquels je pense qu'il faut travailler en urgence. Parce que le temps passe très vite. Qu'est-ce qu'il nous reste? 3 ans. Ouais. C'est 3 ans qu'il nous reste. Et j'espère que les bonnes mesures seront... Il y a les élections locales qui arrivent. Il y a les élections locales qui arrivent. Et après, c'est fini. On va aller aux élections présidentielles. Ce pays le Sénégal est comme tous les pays. Je pense qu'il faut quand même qu'on relativise parfois un peu. Je ne pense pas que ce sont des compétences qui manquent. Mais c'est les arrangements institutionnels qui permettent de mettre tous ces talents à la disposition de l'État qui parfois font défaut. Moi, je pense que c'est les 3 points sur lesquels on devrait travailler si on veut arriver à relever ce pays et à l'inscrire dans une trajectoire pour améliorer la vie du Sénégalais moyen. Et le quotidien des Sénégalais. Et comme je dis, on a vendu de l'espoir en réalité. C'est de l'espoir qu'on a. Il ne faut pas l'oublier. Et on a vendu de l'espoir à qui? Pas aux militants de PASTEF. À 80% des 54% qui n'appartiennent à aucun parti politique. Aucun. Parce que ces gens avaient besoin de changement. Ici, le caractère républicain doit être privilégié sur le caractère partisan. C'est parfaitement mon avis. On n'est pas forcément obligé de gouverner avec les personnes avec qui on a gagné. Le caractère républicain doit prévaloir sur tout ce que nous faisons dans ce pays. Mais dans toutes les grandes démocraties, parce qu'on prétend être une grande démocratie, une exception. On n'est pas une exception aujourd'hui. Les exceptions, on les voit, c'est le Bénin. Ils ont voté le lendemain, ils ont commencé à travailler. Les exceptions, c'est un pays comme le Cap-Vert. Ouais, mais nous aussi, nous l'avons déjà fait plusieurs fois. Mais Omar, chaque élection, on a eu des morts. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Et ces pays n'ont pas eu ça. Non. Omar, il y a au même titre que d'autres pays. Omar, ce débat sur l'Assemblée nationale nous montre qu'il y a énormément de choses à faire en ce pays. C'est ça. Je pense qu'il faut qu'on sorte d'un passé où on était la seule démocratie d'Afrique de l'Ouest. Je pense qu'on vit sur ce passé, mais il y a beaucoup de choses que nous devons corriger. Mais je reste optimiste. Je pense qu'à mon âme intérieure il y aura un esprit de dépassement, c'est mon souhait, pour que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif trouvent une solution pour que ce pays puisse avancer. Les Sénégalais se sont beaucoup sacrifiés. Il y a eu des morts. Il y a eu des jeunes. On parle de près d'une centaine de morts. On ne peut pas passer ça en perte et profit. Lansana Gagny Sakho, merci. Merci beaucoup, Ça a été un énorme plaisir. Lansana Gagny Sakho, PCA de APIX, président conseil d'administration. Encore une fois, la sagesse a prévalu aujourd'hui. Oui, la sagesse doit toujours prévaloir dans un pays comme le nôtre où tout est défi. Tout est défi. La sagesse doit prévaloir par la précipitation. La sagesse doit prévaloir. Et je pense que c'est par là qu'on devra passer si nous voulons nous en sortir. La sagesse dans la sérénité. Un grand merci à nos auditeurs, mais également à l'équipe digitale. Gardez l'écoute, vous êtes sur la 98.5, vous y êtes, vous y restez. Dans une poignée de secondes, place à Eladj Malinga et son invité. C'est dans le cadre de Janobi. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé